c'est-à-dire la réapparition de plus en plus tôt, après la prise des médicaments, des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc on appelle ça les akinésies de fin de dose, mais ça peut être la réapparition du tremblement ou de n'importe quel autre symptôme de la maladie de Parkinson. Alors, on connaît bien, on diagnostique souvent bien la réapparition des signes moteurs, mais quelquefois, ces akinésies de fin de dose peuvent être précédées ou dominées par l'existence de signes non moteurs. C'est ce que l'on appelle les fluctuations non motrices, qui peuvent être extrêmement invalidantes et qui sont parfois mal connues d'un certain nombre de médecins et même qui n'ont pas été expliquées aux patients. Alors ces fluctuations non motrices ont été à l'origine d'un certain nombre de travaux, et en particulier de travaux de l'équipe marseillaise, qui avait recherché, donc dans une population de Parkinsoniens, la fréquence de ces fluctuations non motrices. Alors donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez en rouge la fréquence qui est quand même relativement importante, comme vous pouvez le voir. Et ces fluctuations non motrices, elles peuvent être essentiellement de type dysautonomique, mais également de nature psychique. Alors les fluctuations dysautonomiques, ça peut être une sudation profuse, une sensation de chaleur, des douleurs précordiales ou des douleurs abdominales. Et vous avez certainement des Parkinsoniens qui se sont plaints régulièrement de ce type de symptômes, qui ont eu des bilans pneumologiques, des bilans cardiologiques qui sont toujours restés négatifs, et en fait dont cette symptomatologie ne correspond que à des signes non moteurs de leur maladie qui réapparaissent lorsqu'ils sont en perte lorsque leur taux de dopamine se réduit. Donc il peut y avoir également parfois des troubles urinaires des patients qui, lorsqu'ils sont en période off ou lorsque la période off va apparaître, signalent une polachyurie ou une dysurie. Voilà. Donc tout un cortège de symptômes qu'il faut savoir reconnaître, parce qu'on peut très facilement les prendre en charge en réadaptant le traitement anti-parkinsonien. Alors les autres signes sont des signes psychiques avec une anxiété. Vous connaissez également certainement des parkinsoniens qui sont totalement intolérants à l'état off et que ça met dans des états d'angoisse ou de dépression extrêmement importants, états d'angoisse et de dépression qui disparaissent dès qu'ils sont à nouveau en période on. Alors comment prend-on en charge ces akinésies de fin de dose ? Eh bien, il y a différentes possibilités thérapeutiques, associer un agoniste, associer un inhibiteur de la catéchol-ou-méthyltransférase ou rapprocher les prises de L-Dopa. Alors juste un mot sur les inhibiteurs de la COMT, qui agissent. Je veux juste en dire un mot pour dire qu'ils agissent essentiellement au niveau périphérique et que ces médicaments, qui sont le Tasmar ou le Contant, ne doivent être donnés qu'à des patients qui prennent de la L-Dopa. Non, ça n'a aucun sens de donner un inhibiteur de la COMT à un patient qui ne prend pas de L-Dopa, puisque ce médicament augmente la quantité de L-Dopa qui va passer la barrière hémato-encéphalique. Un petit mot pour dire que les signes axiaux de la maladie, dont d'autres reparleront après moi, sont souvent peu sensibles à la dopathérapie et que ce n'est pas toujours nécessaire d'augmenter de manière importante le traitement antiparkinsonien qui risque de donner des effets secondaires puisqu'on n'aura pas forcément d'amélioration de ces signes axiaux. Alors le deuxième type d'effets secondaires qui vont apparaître au cours de l'évolution de la maladie, c'est la survenue des mouvements anormaux. Donc en particulier les mouvements anormaux, donc on appelle les dyskinésies. Il y en a deux types, des dyskinésies biphasiques de début et de fin de dose, qui surviennent lorsque le patient est plutôt sous-dosé, lorsque la stimulation des récepteurs dopaminergiques est insuffisante. Souvent, il s'agit de dyskinésies qui peuvent être comme sur cet exemple, qui est une dyskinésie du petit matin, où le patient n'a pas pris de médicaments depuis la veille au soir et développe une dystonie du membre inférieur qui est souvent douloureuse et très mal vécue.
Ces dyskinésies ne sont pas forcément dystoniques, les dystonies de début et de fin de dose. Elles peuvent être également de nature choréique, comme c'est illustré non pas sur cette vidéo, mais sur cette association de photos qui montre l'évolution au cours du temps de cette dystonie de début de dose ou de off, dystonie de off, où vous voyez que la patiente progressivement va développer des mouvements choréiques de la partie supérieure du corps. Le deuxième type de dyskinésie que l'on peut rencontrer chez le patient traité atteint de maladie de Parkinson, c'est les dyskinoses, donc qui correspondent elles davantage à un surdosage pour être simple, et dont vous voyez ici un exemple qui peuvent être quelquefois très invalidantes, confinant quelquefois le patient à devenir grabataire. Alors ces dyskinésies de pic de dose touchent plus souvent la partie supérieure du corps et sont davantage de nature choréique, alors que les dyskinésies de début et de fin de dose touchent plutôt les membres inférieurs et sont plus souvent de nature dystonique, mais ça n'est pas, on peut avoir également des chorées qui sont de début et de fin de dose et des dystonies qui sont des dystonies de pic. Alors lorsqu'il existe ce type de fluctuation d'effet, dyskinésie de début et de fin de dose ou dyskinésie de pic de dose, vous avez vu qu'elle correspondait en fait à des modifications de la concentration en dopamine et donc à une modification de la stimulation des récepteurs dopaminergiques au niveau central. Donc l'idée, c'est d'essayer de réadapter le traitement pour obtenir une stimulation la plus régulière des récepteurs dopaminergiques. Alors quelquefois on peut le faire simplement, d'autres fois c'est plus difficile et ça peut être éventuellement des indications du traitement chirurgical, mais ce sera abordé tout à l'heure, mais également des indications éventuellement de la pompe à apoquinone, donc l'apomorphine est un agoniste dopaminergique qui peut être administré par voie sous-cutanée de manière continue, ce qui permet une stimulation régulière des récepteurs dopaminergiques et ce qui peut permettre de stabiliser le patient et d'éviter donc les périodes de fluctuation d'effet qui alternent avec des périodes de dyskinésie. Il existe également une autre possibilité, un autre une autre pompe, on va dire, alors qui est la pompe à duodopa, donc qui consiste en c'est de la L-dopa liquide qui est administrée de manière régulière également par une pompe directement au niveau du jéjunum. Donc on court-circuite le temps gastrique, on met en place une jéjunostomie et à l'aide d'une pompe, on peut administrer un débit régulier de duodopa, ce qui peut permettre également de juguler les fluctuations d'effet. Voilà, donc je voudrais juste terminer en citant rapidement deux effets secondaires des médicaments qui sont très fréquents dans la maladie de Parkinson. Les hallucinations, pour vous sensibiliser au fait que ces hallucinations sont la plupart du temps d'origine iatrogène et que elles nécessitent souvent de réadapter le traitement, et lorsqu'elles sont résistantes aux modifications du traitement ou lorsqu'on ne peut pas modifier le traitement parce qu'on a des effets moteurs trop importants, il existe un seul neuroleptique qui peut être proposé pour ces hallucinations, qui est la clozapine. Et une dernière diapositive sur le syndrome de dysrégulation dopaminergique, dont on parle qui a toujours existé, mais qui était peu connu et qui est beaucoup mieux connu peut-être avec la multiplication des agonistes dopaminergiques, qui est un syndrome qui associe une automédication abusive, certains patients qui ont tendance à prendre de manière abusive des antiparkinsoniens et parallèlement vont développer des troubles du comportement, donc qui sont listés sur cette diapositive, des comportements de jeu pathologiques, d'hypersexualité, d'achat pathologique ou de collections diverses et variées.
et qui doivent être recherchés à l'interrogatoire de ces patients parce qu'il faut les prendre en charge. Alors, il peut exister des troubles du comportement sans automédication abusive qu'il faut rechercher, dont il faut prévenir les patients de la survenue éventuelle, surtout lorsque l'on prescrit des agonistes dopaminergiques. Voilà, donc ce que je voulais, je pense vous avoir présenté de manière globale la maladie de Parkinson. Les points importants qu'il faut souligner, c'est que la maladie de Parkinson n'est pas que une maladie motrice. Donc même si les rééducateurs sont peut-être plus intéressés par les troubles moteurs de la maladie de Parkinson, mais c'est une maladie où il existe des signes non moteurs, donc des troubles cognitifs, mais d'autres signes non moteurs également. Qui a eu deux grandes étapes dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, qui ont été la découverte de la L-Dopa et la stimulation du noyau sous-thalamique, mais qui persistent qui persistent encore des difficultés dans la prise en charge de ces patients. Donc la prise en charge des signes axiaux, notamment, qui fera l'objet, je pense, de la présentation de Jean-Philippe Azoulay, et les effets secondaires des traitements dopaminergiques, qui restent importants et qui peuvent également être à l'origine d'une dégradation de la qualité de vie de ces patients.